Cette année, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Première chose qui concerne uniquement aujourd'hui. Nous terminons très très tôt. Nous terminons anormalement tôt. Parce que je dois arrêter à midi. Parce que à 2 heures, il y a une réunion importante à laquelle il est souhaitable que tous ceux qui veulent viennent, surtout les étudiants étrangers, mais pas surtout. Vous savez, on a déjà beaucoup parlé de cette question, donc je ne reprends pas, que le département de philosophie à Vincennes ne cesse pas de fonctionner comme il fonctionnait auparavant, mais constitue en plus et en même temps un institut de philosophie qui, lui, a un fonctionnement particulier. Ça peut marcher, on verra bien, ça peut marcher. Si ça marche, c'est très important pour nous, pour Vincennes. Or, la présentation de cet institut a lieu à 2 heures, donc 14 heures. Escalier E, à côté, salle 210. Donc, comme j'ai des réunions avant, il faut que j'arrête à midi exceptionnellement. Comme d'autre part, c'est une séance de programmation, c'est pas grave. Deuxième point. Je vous propose, au début de cette année, c'est-à-dire pendant un trimestre ou un peu plus d'un trimestre, de traiter, dans le prolongement de ce que nous avons fait l'année dernière, mais ceux qui, l'année dernière, n'étaient pas là, aucune importance, de traiter dans le prolongement l'année dernière ce qui nous restait à faire et que nous n'avions pas eu le temps de faire. Je m'expliquerai un peu mieux tout à l'heure, mais ce qui nous restait à faire, c'était une certaine conception de l'appareil d'État, ou une série d'études et d'analyses sur l'appareil d'État. Une fois dit que je voudrais que ces analyses ne se réduisent pas à ce qui se passe actuellement, mais comportent et surtout débouchent sur ce qui se passe actuellement. Car chacun de nous est sensible que l'année commence à tout égard, et à cet égard en particulier, commence comme sombre et même très sombre. Alors donc, ça nous occuperait un certain temps, si ça vous convenait, ces analyses concernant l'appareil d'État en liaison avec ce qu'on avait fait l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qui se passerait? Ça dépendrait beaucoup de vous. Moi, je souhaite que des sujets viennent de vous. J'aimerais bien revenir, mettons, ça nous prendra ça, l'appareil d'État, ça nous prendra un trimestre ou au grand maximum un semestre, mais que le reste du semestre, on fasse à votre demande des choses sur des auteurs dont vous avez besoin. Moi, j'aimerais bien revenir, qu'on revienne aussi à des auteurs littéraires. Par exemple, on fait 3 séances ou 2 séances sur Beckett, on fait 2 séances sur quelqu'un d'autre. Soit moi, soit un autre, suivant nos compétences à chacun. Mais là, il faudrait que, ou bien des philosophes, ou bien des notions, tout ça, bon, enfin, on aura toujours de quoi faire. Mais ça implique que ce soit vous. Et puis tout, déjà pour l'appareil d'État, j'aurais très besoin de vous, parce que l'année dernière, une chose qui marchait bien, ça marche de mieux en mieux. Sur ce qu'on a fait l'année dernière, surtout à la fin, et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont apporté beaucoup de choses. Alors si ça pouvait se faire de la même manière pour l'appareil d'État. Donc aujourd'hui, je voudrais juste me contenter et de rappeler très brièvement ce qu'on avait fait l'année dernière, pourquoi l'appareil d'État s'enclenche là-dessus, et en même temps rassurer ceux qui étaient pas là l'année dernière, et qui se perçoivent bien qu'il n'y avait aucun besoin de savoir ce qu'on a dit l'année dernière pour suivre cette année. Mais il faut juste qu'ils aient les principes de base de l'hypothèse dans laquelle nous étions. Alors c'est par là que je commence cette manière dont nous avons été amenés à poser
Mais on s'était bien gardé, on n'a pas eu le temps, heureusement, on n'a pas eu le temps de le résoudre le moins du monde, de poser un certain problème, qui nous paraissait être le problème de l'État. Qu'on puisse le poser de mille autres manières, ça va trop de soi. Mais nous, on avait été amenés à partir, et ça nous avait occupé toute l'année dernière à peu près, à partir d'une espèce d'opposition abstraite. Je dis bien abstraite parce que ça va de soi. Ce ne serait pas une objection de dire, mais concrètement, ça se mélange. Évidemment, ça se mélange. Et d'une espèce d'opposition abstraite entre ce qu'on appelait en gros la machine de guerre et ce qu'on appelait l'appareil d'État, ou on lui donnait déjà un nom pour s'y repérer davantage, l'appareil de capture. Et on disait la machine de guerre et l'appareil de capture ou l'appareil d'État, c'est pas du tout pareil. Bon. Et c'était comme ça une hypothèse. La manière dont on essayait de développer cette hypothèse était ceci, que même historiquement, la machine de guerre a été, si on la prend vraiment à la lettre, la machine de guerre a été l'invention de l'organisation nomade. C'est eux qui ont inventé la machine de guerre. Je ne dis pas, comprenez tout de suite dans quel sens on va, je ne dis surtout pas qu'ils ont inventé les armées. Les armées, la machine de guerre, c'est sûrement lié, mais aucune raison de croire que c'est la même chose. Nous supposions que c'est l'organisation ou la composition nomade qui a inventé la machine de guerre. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On avait déjà renoncé à choisir ce qui était le pire entre les appareils de capture, les machines de guerre, tout ça. Alors, rien ne pouvait être très très bon dans tout ça. Mais ce qui nous frappait, c'était que s'il est vrai que les nomades ont inventé la machine de guerre, c'est dans des milieux précis, dans des conditions déterminées, et dirigé justement contre les appareils d'État. Et que la machine de guerre, ça a été une espèce de riposte, de parade aux appareils d'État, aux appareils de capture. Même si les deux sont entrés dans des rapports très complexes et d'intimité très complexes, où par exemple les machines de guerre nomades ont formé des États, où les États se sont appropriés des machines de guerre, c'était pas notre sujet. Si, c'était notre sujet. Ça faisait partie des mélanges concrets qu'il fallait analyser concrètement. Mais du point de vue des oppositions polaires, c'est une espèce d'opposition abstraite. Je rappelle, parce que c'est ça qui nous a tenu toute l'année, on disait, ben oui, la machine de guerre, elle implique d'abord, la question, c'était pas de la définir par la violence. Pourquoi? Parce que la violence, vous en trouvez partout. Faudrait. Et à nos objets, cette année, évidemment, ce sera, il y a beaucoup d'auteurs, c'est pas des sujets qu'on découvre, il y a beaucoup d'auteurs qui s'occupent de ça, mais à nos sujets, cette année, ce sera à notre manière, essayer de distinguer les formes, les types de violence. Exemple qui touche évidemment et qui touche beaucoup de problèmes historiques, la violence de police, c'est pas la même que la violence d'armée. La violence d'État, c'est pas la même que la violence de guerre. Non. Bien entendu, elles peuvent se mélanger. Mais enfin, nos oppositions polaires, elles consistaient en quoi? Elles consistaient à dire que la machine de guerre nomade se développe dans un type d'espace très particulier. Et là, on a insisté beaucoup, et ça m'intéressait. Et si je fais ce résumé là aujourd'hui, au lieu de commencer directement, c'est parce que j'exclus pas que grâce à vous, on ait besoin de revenir, alors de relancer, comme de reprendre à zéro une de ces notions. Si, entre-temps, certains d'entre vous y ont réfléchi, ont d'autres choses à amener. En tout cas, du point de vue de la première opposition polaire, j'arrivais à dire quelque chose comme ceci, ben oui, la machine de guerre nomade, elle se développe dans un espace qu'on pourrait appeler un espace lisse. Et les espaces lisses, c'est des espaces très particuliers. Et là-dessus, on était resté très longtemps sur la définition de l'espace lisse, tandis que l'on disait à l'autre pôle, l'appareil d'État. Toujours, c'était très abstrait, ça. Toujours, forcément. À l'autre pôle, l'appareil d'État.
Il opère et il organise un espace qu'il faudrait appeler un espace strié. Et strier l'espace est une opération fondamentale de l'État. Ne serait-ce que dans la mesure où déjà il organise une agriculture. Mais est-ce qu'il organise l'agriculture, l'État? Ça reste on verra. On verra. Ou s'il y a une agriculture qui s'organise sans État, je dis tout de suite que ce qui confirmera notre analyse d'un rapport intime entre l'appareil d'État et l'agriculture et l'espace trié, c'est précisément l'appareil d'État, c'est lui qui crée l'agriculture. On verra. Donc on avait une première opposition polaire, espace lisse, espace trié. Là je ne la reprends pas, même pour ceux. On verra si on est amené à la reprendre d'un autre point de vue que l'année dernière. Ça c'était du point de vue de l'espace. Vous voyez, la machine de guerre développe une espèce d'espace lisse, c'est pas par hasard qu'elle se développe dans le désert, la steppe, la mer, etc., qui sont des types d'espaces lisses. Vous voyez que l'appareil d'État sédentaire passe son temps à strier l'espace, à organiser un espace strié, ce qui implique aussi des opérations d'une violence extrême, mais d'une violence d'État, justement. Deuxième point, non plus du point de vue de l'espace, mais du point de vue de la composition. Alors bien sûr, je préviens tout de suite, surtout pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière, l'objection toujours possible, mais voyons l'espace lisse et l'espace trié, même si peu qu'on comprenne, ça n'empêche pas qu'ils se mélangent tout le temps. Oui, il y a une manière de strier la mer, bien que la mer soit un espace lisse. Tout le temps, bien sûr, et en plus les espaces triés de leur côté peuvent redonner des espaces lisses. D'accord, ça fait partie des mélanges concrets. Et à chaque fois, il fallait analyser ces mélanges concrets. Car ce n'est pas de la même manière qu'un espace strié redonne de l'espace lisse, ou qu'un espace lisse se fait strier. Par exemple, toute l'histoire de la navigation, c'est certaines manières de strier l'espace maritime. Mais il y a des manières plus ou moins fermes. C'est évident que la navigation non astronomique n'arrive pas à strier la mer, comme la navigation astronomique a fait de la mer un espace strié. Pour tout ça. Deuxième opposition polaire entre les deux machines, entre la machine de guerre et l'appareil d'État. Disait, cette fois-ci, c'est du point de vue de la composition. Car il est bien connu que l'appareil d'État procède à une et par une, c'est ce que tout le monde rappelle, tous les manuels le disent, c'est une organisation ou composition territoriale. Dès le début, je disais, et comme on aura besoin de ce thème, je le rappelle, là, d'accord, l'appareil d'État, il procède par une composition territoriale. Mais, d'une certaine manière, il ne faut pas prendre à la lettre ce mot. Car ça veut dire aussi bien que l'État, il est très profondément déterritorialisant. Pourquoi est-ce que ça va de soi? C'est parce que l'organisation territoriale des hommes, en d'autres termes, l'organisation sous un État, l'organisation territoriale des hommes se définit par ceci, qu'elle prend la terre comme objet de l'organisation. Par là même, elle opère une déterritorialisation. La terre a cessé d'être agent actif et devient objet. Objet de quoi? Objet de la production, de la circulation, des limites territoires, frontières, etc. Donc quand on dit l'État est fondamentalement territorial, ça veut dire aussi bien qu'il est déterritorialisant. En tout cas, c'est une composition. La composition d'État est non pas exclusivement, mais avant tout territoriale. Tandis qu'on cherchait s'il n'y avait pas une composition propre à la machine de guerre, très particulière. Et on avait essayé de la trouver, et on disait, ben oui, ce qu'il y a de très nouveau dans la machine de guerre, c'est que c'est une composition des hommes tout à fait particulière. Et à ma connaissance, c'est important parce que depuis qu'il y a des hommes, ils ont trouvé que 3 manières de se composer entre eux. La machine de guerre, elle opère par une composition des hommes non plus du tout territoriale, forcément, puisque dans l'espace lisse, elle se balade tout le temps. Elle est nomade. Elle a un espace d'ubiquité. Elle a un espace, oui. Et la machine de guerre, elle procède à une composition arithmétique des hommes. Et l'idée d'organiser les hommes arithmétiquement, c'est très très curieux.
Il disait il faut comprendre ce que ça veut dire une composition arithmétique des hommes. C'est très simple, la composition arithmétique des hommes, on en avait trouvé on en a trouvé la source dans un point qui paraissait insignifiant. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un point qui paraissait très de détail, à savoir les nécessités de l'ordre des marches et des déplacements dans le désert. C'était simple. Et la Bible nous avait donné 100 fois raison, 1000 fois raison. Moïse hérite des nomades l'organisation numérique dans le fameux livre Les Nombres, et l'organisation numérique des hommes, il l'hérite des nomades. Pourquoi faire? Précisément quand il s'agit de se déplacer dans le désert. Et comme par hasard, il se retrouve, en un sens sans l'avoir voulu, ça qui est curieux, il se retrouve plus ou moins malgré lui comme ayant constitué une machine de guerre. Donc le livre des Nombres était pour nous un livre tout à fait important l'année dernière. Mais vous voyez, là aussi, il faut tout le temps tenir compte des mixtes concrets. Je veux dire, ça va de soi qu'on va me dire, mais quoi? Les États aussi, ils attachent beaucoup d'importance à la composition arithmétique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va me dire les nomades, mais ils ont aussi des principes de territoire. Évidemment, évidemment. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est au point de vue de Paul, dégagé d'une manière suffisamment abstraite, l'autonomie, le primat d'une organisation arithmétique des hommes dans la machine de guerre nomade et le primat d'une composition territoriale des hommes dans l'appareil d'État. Une fois dit que, la conséquence et au niveau des conséquences, les formules mixtes seront nombreuses. Ça, c'était notre second point de vue. Après une opposition polaire des espaces, une opposition polaire de la composition. Notre troisième point de vue concernait l'activité. Et on disait, c'est pas du tout le même type d'activité, encore que les deux types d'activités vont se mélanger dans des mixtes concrets. C'est pas le même type d'activité. Parce que l'appareil d'État, il a inventé un mode d'activité très très curieux et qui allait pas de soi. Et ce mode d'activité, là, ça, je ne l'avais pas développé l'année dernière, parce que si je l'avais développé sur certains points, mais on le retrouvera d'un autre point de vue, ce problème. C'est pour ça que j'ai besoin de cette récapitulation. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra développer du nouveau point de vue de cette année. Le mode d'activité que l'appareil d'État invente et impose, c'est le travail. Et le travail, c'est pas n'importe quelle activité. Je veux dire, c'est un mode, ça se définit pas simplement par l'objet sur lequel il porte, les moyens qu'il emploie, les outils par exemple. Ça se définit, c'est véritablement un mode d'activité très particulier. Or, une de nos hypothèses l'année dernière, c'était que le travail ne peut surgir. Oui, je dis presse là pour lancer une... pour ceux qui savent, je reviendrai là-dessus, il ne faut pas vous inquiéter que ceux qui ne savent pas, ça n'a aucune importance. Ceux qui connaissent et qui ont bien à l'esprit la distinction marxiste du travail et du surtravail. Une hypothèse que je voudrais justement approfondir ou essayer d'approfondir cette année, c'est que c'est le surtravail qui constitue le travail. C'est le surtravail qui est constitutif du travail. C'est-à-dire, c'est le surtravail qui fait de l'activité un travail ou qui soumet l'activité à la règle du travail. Si bien que là, on comprend mieux le lien, si cette hypothèse est vraie, on comprend mieux que le travail appartient fondamentalement à l'appareil d'État. C'est l'appareil d'État qui fait travailler les gens. Il n'y a pas de travail hors de l'appareil d'État. Il y a d'autres choses, il y a d'autres activités, mais le travail, il n'a jamais épuisé. Et je dis ça déjà parce qu'on aura alors à affronter ces problèmes. Là, je tiens à faire d'autant plus cet hommage qu'actuellement ils sont tous en prison, ou presque tous. Ça me paraît être l'apport le plus considérable. Merde. Ça me paraît être l'apport le plus considérable des autonomes italiens, à commencer par Tony Negri, d'avoir poussé très très loin une analyse
marxiste mais nouvelle du travail dans l'État actuel. Et étant bien placé, c'est-à-dire parce que le cas de l'Italie étant très très particulier quant au problème moderne du travail, là je crois qu'ils ont poussé une pointe d'analyse à la fois marxiste et complètement nouvelle, ce qui ne s'oppose certes pas, qui sera d'une grande importance pour nous dans les formes nouvelles du travail et les rapports nouveaux du travail avec l'appareil d'État. Donc on aura à parler de tout ça. Voilà. Je dis donc, vous voyez, cette troisième bipolarité, c'est l'activité devient travail en rapport avec l'appareil d'État. Et c'est pas par hasard, il y a un lien fondamental entre l'homme d'État et le travailleur. Ce qui ne veut pas dire que l'homme d'État travaille. Ce qui veut dire qu'il y a une complémentarité du travailleur et de l'homme d'État. Et que le problème du travail est toujours posé en rapport avec un appareil d'État, même quand ça n'apparaît pas, et inversement. Or, le travail, il fallait encore le définir d'une certaine manière. Alors, c'est quel type d'activité le travail? Je disais, c'est pas le travail qui peut se définir par l'outil, pour une raison très simple, c'est que c'est juste le contraire. À savoir, c'est l'outil qui se définit par le travail. C'est quand il y a travail que ce dont l'activité se sert peut être donné un outil. Donc, on pourrait dire le contraire. Oui, à ce moment-là, c'est un autre problème. On poserait autrement le problème. Nous, on en était arrivé à poser le problème de cette manière. Impossibilité de définir le travail par l'outil, c'est le contraire. L'outil, encore une fois, la lettre, on pourrait donner comme définition de l'outil. L'outil, c'est ce dont se sert l'activité lorsqu'elle est déterminée comme travail. Alors, comment définir le travail, puisqu'on ne peut pas le définir par l'outil? On disait finalement, le travail, c'est centre de gravité déplacement. Centre de gravité déplacement de force. C'est facile, c'est pas... Déplacement linéaire. Centre de gravité, déplacement linéaire. Vous voyez que tout s'enchaînait. Je tiens à faire cette récapitulation encore une fois pour essayer de dire qu'en effet, on a fait un ensemble, finalement, malgré nous, assez cohérent. Pourquoi tout s'enchaîne? Vous voyez bien que le problème centre de gravité, déplacement linéaire de force, ça renvoie à quoi? Moi, j'ai même pas besoin de m'expliquer pour dire que c'est un facteur très profond de striage de l'espace, que ça constitue un espace strié. Bon. Force par déplacement égale travail. Et le travail, c'est quoi? C'est irréductiblement un concept social et physique. Et c'est pas par hasard que c'est en même temps, dans la physique du 19e, que se fait ce concept physico-sociologique de travail. Le travail, comme vous le trouvez dans tous les manuels de physique à l'usage du Bachot, vous voyez, les rapports poids-hauteur, force-déplacement, et puis l'élaboration du statut du travail, en même temps, au 19e siècle, et par les mêmes gens. Et là, certains d'entre vous nous avez apporté des textes très fondamentaux sur les ingénieurs du 19e, qui sont précisément à la charnière de l'élaboration du concept physique de travail et du concept sociologique de travail. C'est les mêmes, forcément. C'est du côté des mines, de l'école des mines, c'est du côté de toutes sortes d'écoles d'ingénieurs, c'est une des tâches de l'ingénieur civil, là, cette double élaboration du concept physique et du concept sociologique. Tandis que du côté de la machine de guerre, je crois que l'activité, bien sûr, dans la machine de guerre, on travaille aussi. Ça va de soi qu'on travaille. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. On peut dire qu'il travaille, oui. Mais là aussi, ça fait partie des mixtes concrets. Tout le monde travaille. Bon, d'accord, c'est pas ça qui nous intéresse, encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est dégager des pôles ou des potentialités prévalentes, des prévalences, des préférences, des primats. Alors, au niveau des formules mixtes, tout se mêle par définition, forcément. Mais ça n'empêche pas que la machine de guerre, elle ne se définit pas. Même si elle comporte du travail, ce n'est pas un de ses éléments constitutifs. Pourquoi? Parce que l'activité qu'elle règle est d'un autre type que travail. Ou elle ne règle pas l'activité sur mode du travail. Elle le règle sous quelle forme? Je disais, en employant des mots de la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle,
c'est beaucoup plus sous la forme action libre, à condition de ne pas donner à libre un sens démocratique, mais à lui donner un sens physique. Et l'action libre, c'est quoi? C'est très étudié dans la physique du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, précisément, il y aura la grande distinction entre l'action libre et le travail. Distinction purement physique, purement de sciences physiques. Et le type de l'action libre, on l'avait trouvé, donc je ne vais pas pousser trop en détail cette récapitulation, dans un modèle presque, un modèle privilégié, à savoir un mouvement tourbillonnaire qui occupe simultanément un maximum de points de l'espace. C'est pas par hasard que le mouvement qu'invoque la machine de guerre est toujours de ce type, et très fréquemment de ce type. Depuis le tourbillon des tribus nomades jusqu'au caractère tourbillonnaire des machines de guerre à proprement parler, dès les Grecs, à savoir des Démocrites, Archimède, etc., le mouvement tourbillonnaire apparaît toujours lié au thème de la machine de guerre. Non, pas toujours, souvent lié au thème de la machine de guerre. Là encore, je retrouve mes points, parce qu'un mouvement tourbillonnaire dont les points occupent un maximum de positions dans l'espace, je demande problème, de quelle nature est cet espace? C'est évidemment un espace lisse. C'est évidemment un espace lisse. Le mouvement tourbillonnaire, il trace un espace lisse. Au contraire, le critère du travail, dont on a vu que c'était centre de gravité, déplacement linéaire de la force, définit un espace triple. Donc tout allait bien pour nous l'année dernière. Le principal, c'est que ça dure cette année. Voilà, c'était le troisième point. J'espère que ce n'est pas inutile cette récapitulation. Je voudrais aller plus vite. Quatrième point. Là aussi, on avait une quatrième opposition bipolaire du point de vue de l'expression. Et on disait, l'appareil d'État, vous voyez, puisque on pressent de plus en plus qu'en effet il est en rapport très fondamental avec le travail, ou plutôt le travail est en rapport très fondamental avec lui. Et bien l'appareil d'État, vous comprenez, c'est pas très compliqué. Ces éléments fondamentaux d'expression, c'est quoi? Je dirais, ou d'action-expression, oui, plutôt action-expression. C'est outils et signes. Et après tout, ça nous donne une nouvelle direction. Tiens, alors, il y aura un rapport fondamental entre les outils et les signes. En effet, tout le monde le sait, il n'y a pas d'appareil d'État sans appareil d'écriture. Et quand il s'agit d'organiser le surtravail, quand il s'agit de faire travailler les gens, il y a toute une bureaucratie. Il n'y a pas de travail sans bureaucratie de travail. Et la bureaucratie, c'est quoi? Ça implique toute une comptabilité, tout un système d'écriture. Et c'est un véritable couple de notions que constitue signe, outil, au niveau de l'appareil d'État. Au point que c'est même la plus forte unité de l'homme d'État et du travailleur. L'homme d'État émet des signes, tandis que le sujet agite ses outils. Alors là aussi, il y a toutes sortes de combinaisons. Mais la nécessité de l'écriture est inscrite dans le travail. Tout comme la nécessité des outils est inscrite dans les systèmes sémiologiques, dans les systèmes de signes. Et les premiers signes, c'est des signes du type « allez-y ». Vous êtes prêts? Allez-y, au boulot. Ça, les grands signes. Ça, on l'avait vu une autre année, à savoir que le fond du langage, c'est le mot d'ordre. Bon, et du côté de la machine de guerre, là encore, vous êtes déjà habitué à ce mode de raisonnement, qu'on ne nous objecte pas, il y a aussi des signes et des outils, c'est évident, il y a des signes et des outils. Bien plus, c'est la même chose, bien sûr, il y a des signes et des outils dans la machine de guerre aussi, mais pour elle, c'est pas ça l'essentiel. Bien plus, quand il y a des signes et des outils dans la machine de guerre nomade, elle se contente très volontiers d'emprunter les signes aux appareils d'État voisins
pas tellement besoin d'écriture. Ils s'en passent très volontiers. L'année dernière, j'avais pas les renseignements nécessaires, donc j'ai pas pu, par exemple, il y a un cas très beau, mais comme j'y comprends rien, je le cite pour mémoire. Par exemple, dans la machine de guerre mongole, il y a une très très drôle d'écriture où ils empruntent l'écriture chinoise, ou bien des modes d'écriture encore plus bizarres, et ils font la transcription phonétique de leur langue en caractère chinois. Ils n'ont pas besoin d'écriture spéciale. Ils n'ont pas besoin. Les outils, oui, bien sûr, ils ont des outils comme tout le monde. Oui, ils travaillent, ils ont des outils. Mais je dis, c'est pas ça qui les définit. Tandis que vous comprenez, c'est le point que je voudrais qu'il soit très clair pour vous. Tandis que outil, signe, ça c'est un des caractères définitionnels, déterminants de l'appareil d'État. Tandis que bien sûr, vous en trouvez dans la machine de guerre, mais c'est pas ça qui l'a déterminé, c'est pas ça qui l'a défini. Et quel est le couple? On cherchait toujours, pour être plus clair, uniquement pour des raisons de clarté, alors de symétrie, on cherchait la machine de guerre, il faudrait qu'on trouve un couple distinct pour mieux comprendre, et on l'obtenait ce couple distinct, comme disait la machine de guerre. C'est un très très bizarre couple. C'est armes-bijoux. Armes et bijoux. Bijoux, pourquoi que ça venait là? D'abord parce que ça nous plaisait, puis ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de points. Armes, je fais la même remarque tout à l'heure la remarque que je faisais tout à l'heure pour outil. À savoir, armes, qu'est-ce qui va définir armes? Si vous essayez de définir armes-outils pris en eux-mêmes, vous n'y arrivez pas. C'est les mêmes, c'est la même chose. Une fourche, même une fourche de paysan, bon, une fourche de paysan, c'est une arme ou c'est un outil? Ça dépend ce qu'il en fait, hein. Il y a eu bien des guerres qui se sont menées avec des armes qui étaient des outils paysans. Pendant longtemps même, la distinction arme-outil a été extraordinairement latine. Donc c'est pas au niveau des objets qu'on peut faire une distinction arme-outil, c'est au niveau de quoi? Ce qui nous confirme, c'est que c'est toujours au niveau du type d'activité. Il y aura arme par opposition à outil, lorsque au lieu d'être pris comme objet d'une activité définie comme travail, c'est-à-dire comme centre de gravité déplacement de la force, le même objet sera pris dans l'autre type d'activité, l'activité tourbillonnaire occupant un maximum de points dans un espace lisse. C'est pour ça que les armes sont fondamentalement projectives, hein. Et que le geste de l'arme, c'est toujours un geste tourbillonnaire qui quitte les dimensions du centre de gravité, les exigences du centre de gravité. Bon, mais enfin tout ça, mais pourquoi bijoux? Parce que vous comprenez où ça se compare, les signes d'écriture et les bijoux. C'est pas bijoux, simplement bijoux, c'était un mot commode. En fait, c'est tout ce qui est le domaine de la décoration et de l'orfèvrerie. Orfèvrerie, décoration. Or, ce qui nous avait frappé, je le rappelle ici, parce qu'on en aura peut-être à nouveau besoin, c'est que l'orfèvrerie et la décoration forment un système qui ne jouit pas d'un degré d'abstraction moindre que les signes d'écriture, même phonétiques. Seulement, c'est à la lettre une machine abstraite complètement différente. C'est pas moins abstrait. L'abstrait de la décoration, de l'orfèvrerie, a une puissance au moins égale à la puissance des signes les plus abstraits. Mais c'est une toute autre organisation. Et notamment la décoration, l'orfèvrerie et la joaillerie ne constituent pas une écriture. C'est presque, si vous voulez, la sémiotique des armes, alors que l'écriture, c'est la sémiologie de l'outil. En même temps, je retire cette formule parce que justement, comme elle est trop facile, mais c'est juste pour essayer d'éclaircir. Voilà. Alors bien sûr, objection mineure aussi, mais il y a des bijoux dans les États. Évidemment, il y a des bijoux dans les États. Seulement, ils ont une drôle d'histoire dans les États. C'est dans les machines de guerre que les bijoux ont toute leur, si j'ose dire, toute leur splendeur. Parce que c'est les vrais signes de la machine de guerre. Dans les États, ils n'ont plus des utilisations dérivées, décadentes, dégénérescentes. On parle même par bijoux, alors il y a des langages de bijoux. Les langages de bijoux, c'est pas ça du tout, c'est pas ça.
la force de la joaillerie, la force de la décoration, la force de l'ornementation, c'est encore une fois diriger un système d'abstraction non moins grand que les signes les plus abstraits, et pourtant d'être d'une abstraction complètement différente qui se propose à tout autre objet. Bon, ça c'était notre quatrième point du point de vue de l'expression, donc armes, bijoux. Le couplage armes-bijoux de la machine de guerre et le couplage outils-signes de l'appareil d'État. Enfin, du point de vue de l'émotion, machine de guerre et appareil d'État mettant en jeu des émotions, on avait essayé, on verra si, mais peut-être ce sera plus tard dans l'année à propos de certains auteurs, qu'on pourra reprendre ce thème ou le développer autrement. On avait essayé de distinguer deux sortes d'émotions. Les sentiments, qui renvoyaient à la fois au thème d'un développement et d'une formation, et qui étaient vraiment les émotions circulant dans le milieu de l'appareil d'État. Du travail, des signes, etc. Et d'autre part, quelque chose qui est d'une autre nature, bien que nous ayons les deux à la fois, tantôt. Et d'autre part, les affects. Les affects qui, eux, sont les émotions propres à la machine de guerre. Et dans les deux cas, il ne faut pas non plus la choisir où est la pire violence. Tout ça, c'est très violent. Ou bien, c'est pas violent du tout. Ça dépend. Je veux dire que dans la machine de guerre, il y a une autre pitié. Il y a une autre justice. Il y a une page de Kafka admirable sur l'opposition des deux pitiés, des deux justices. Un auteur dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, à savoir Dumézil, a beaucoup développé cette différence entre la justice de l'homme de guerre ou son injustice en tant que très différente de la justice ou de l'injustice de l'homme d'État. C'est ni la même pitié, ni les mêmes grâces, c'est pas du tout le même système émotif. Dans un cas, par commodité, on parlait d'affect, et dans l'autre cas, on parlait de sentiment. Enfin, du point de vue de la violence, et ça, on l'avait à peine entamé. Du point de vue de la violence, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas dire que la machine de guerre soit plus terrible. Si terrible qu'elle soit, elle n'est pas plus terrible que l'appareil d'État. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, qu'une armée, si portée à l'absolu soit-elle, qu'une armée mondiale soit plus terrible qu'une police mondiale? Il n'y a aucune raison de confondre ces notions. Il n'y a pas lieu de penser que la machine de guerre procède de la même manière que la police. L'appareil d'État, lui, il a besoin d'une police, bien avant d'avoir besoin d'une armée. Il y a des choses très curieuses dans ce qu'on peut pressentir de certains États archaïques, comme ayant déjà une police et une bureaucratie développées, mais n'ayant pas encore d'armée, semble-t-il, d'armée à proprement parler. Et quelle serait la différence entre ces types de violence? La violence de guerre, peut-être qu'en un sens, on n'a pas de pire. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la violence d'État? Certains auteurs modernes ont inventé un concept pour rendre compte de cette violence d'État, à savoir le concept de violence structurelle. Il faudra nous demander qu'est-ce qu'on peut appeler une violence structurelle. En tout cas, la violence structurelle, c'est elle qui repose sur la police ou qui n'a besoin que d'une police. Ça se passe comme si elle était sur le mode du déjà là. Elle est toujours déjà là. Elle est toujours comme appliquée, elle se présuppose constamment elle-même. Si bien d'une certaine manière, elle peut dire, mais moi j'y suis pour rien, je ne suis pas une violence. Tandis que la violence de la machine de guerre, c'est la violence qui perpétuellement arrive et ne cessera d'arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour clore cette énumération de... Il y aurait donc, en fin de compte, à distinguer deux violences de la machine de guerre et de l'appareil d'État, comme on a distingué les autres pôles. Et il y a une chose qui me paraît très très frappante, à l'issue justement là aussi de certaines remarques en passant de Dumézil.
Dumézil dit par-ci par-là, dans des textes très très courts, hélas, que du point de vue de la mythologie, ce serait très intéressant d'étudier le rôle que même dans les mythologies ont le double personnage du policier et du geôlier. Et que surtout, c'est pas du tout le même rôle, même mythique. Même dans de très vieux mythes, c'est pas du tout le même rôle que celui de l'homme de guerre. Et Dumézil insiste sur ceci, on en avait un tout petit peu parlé l'année dernière, je crois, le caractère très souvent dans les mythes, dans la mythologie de la souveraineté politique. Il insiste beaucoup sur le caractère mutilé de l'homme d'État. Caractère mutilé de l'homme d'État au point qu'il explique qu'il y a une alternance entre deux types d'hommes d'État et que cette alternance entre les deux types d'hommes d'État, entre les deux grands souverains politiques, est souvent représentée comme une alternance du borgne et du manchot. Le borgne et le manchot. Dans la mythologie scandinave et germanique, vous avez Odin, le borgne, et Tyr, T-Y-R, le manchot. C'est les deux pôles de la souveraineté politique. Chez les Romains, vous avez Horatius Cocles et Scaevola. L'un est borgne, l'autre manchot. C'est un thème très très fréquent, ça. Le borgne et le manchot. C'est intéressant parce que le borgne, vous comprenez, c'est l'homme du cygne, hein, par parenthèse. De son œil unique, hein, il aimait. Et en effet, dans les mythologies, là, le dieu borgne, c'est celui qui émet les signes à distance, qui frappe, qui avec un signe frappe de stupeur. Il surgit, son œil clignote, c'est la stupeur. C'est le signifiant. Le manchot, c'est l'homme du travail. Hein. Le manchot, c'est généralement le chef de celui ou des personnages étranges dans les mythologies, dans beaucoup de mythologies qui apparaissent comme les 100 mains, mais pas sans S-A-M-S, sans C-E-N-T. Celui qui n'a qu'une main est en même temps le directeur de ceux qui ont toutes sortes de mains. Bon, c'est... Voilà que l'homme d'État est une espèce de mutilé mais quoi. Le travailleur aussi, c'est une espèce de mutilé. Très curieux en quel sens. Et tous, en tant qu'on est dans un État, on est des mutilés. Je veux dire, je ne veux pas du tout faire de l'anarchisme facile, mais indépendamment de Dumézil, je me rappelle un texte que je trouve très beau du romancier allemand, pourtant ambigu, Jünger. Jünger, dans son roman Les abeilles de verre, dit ceci, il dit, c'est quand même curieux, quand je lis Homère et les récits de combat entre les héros homériques, je ne vois jamais le moindre récit de mutilation. Il ne faut pas exagérer, vous me direz que dans les récits de guerre, on en voit. Bon. Et ça laisse ce problème. Dans Homère, on ne voit pas ça. Et en effet, les dieux de la guerre, c'est très curieux, ne sont pas mutilés. En revanche, les dieux du travail sont tous mutilés. Ils boitent, ils n'ont qu'une main, ils n'ont qu'un œil. Et Jünger dit une formule que je trouve très bonne, il dit, vous comprenez, dans le travail, on a l'habitude de croire qu'il y a des accidents du travail, à savoir, et c'est vrai qu'il y a des accidents du travail, mais bien plus profondément, ce qui est terrible dans le travail, c'est que la mutilation précède l'accident. Or, ça vaut parfaitement dans le couplage appareil d'État, travail. La mutilation, elle est comme déjà faite. La mutilation, elle précède l'accident. La mutilation, elle est déjà dans la posture.
Alors c'est pas pour dire que les mutilations de la guerre sont un plaisir ou valent mieux, hein. Encore une fois, certes pas. C'est pour dire qu'il y a peut-être un régime de la violence, et pour suggérer qu'il y a peut-être un régime de la violence tout à fait différent. Alors, à ce point, voilà à peu près ce qu'on avait fait. J'ajoute que perpétuellement on avait eu le souci des... Il ne cessait pas de communiquer, et comment? Et on avait essayé de préciser le milieu de communication. Et on avait dit, et là ça m'intéressait bien, ça on n'avait pas beaucoup développé, mais on ne redéveloppera pas, parce que je ne sais pas, à moins que vous le vouliez. La communication, c'est quelque chose qu'on appelait la matière-mouvement. C'est une seule et même matière-mouvement sur laquelle les appareils d'État, les machines de guerre sont branchés. Et par matière-mouvement, il ne faut pas seulement entendre l'inerte, l'inanimé. La matière-mouvement, ça peut très bien être une matière humaine. C'est finalement, en se servant, en empruntant le mot à la biologie, c'est ce qu'on proposait d'appeler un phylum. P-H-Y-L-U-M. Un véritable phylum qui traverserait et les machines de guerre et les appareils d'État, c'est-à-dire sur lesquels les uns et les autres seraient branchés, et auxquels les uns et les autres, machines de guerre et appareils d'État, n'emprunteraient pas les mêmes caractéristiques. Mais un même phylum traverserait tout ça. Un même phylum inanimé, animal et humain. Et ce phylum, par nature, lui, ne serait plus ni nomade comme les machines de guerre, ni sédentaire comme les appareils d'État. Il serait fondamentalement, et c'était pour nous l'occasion de distinguer ce troisième concept, il serait fondamentalement itinérant. Et la situation de l'homme par rapport à ce phylum, ce serait précisément l'itinérance. Et ce phylum qui traverserait à la fois les appareils d'État et les machines de guerre, et qui serait l'objet d'une espèce d'itinérance, il nous semblait avoir à mettre en jeu tout l'ensemble d'un problème qui nous avait longtemps retenu, à savoir le problème de la métallurgie et de l'histoire de la métallurgie. Comme si cette espèce de phylum sur lequel tout était branché était fondamentalement métallurgique. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire inanimé, mais comporter à la fois les métaux et ceux qui suivent les métaux, à savoir les forgerons itinérants et les filons métallurgiques. Bon, est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Certainement, il y aura affaire avec le phylum. Il y a tout un phylum du pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand le phylum du pétrole s'enfonce dans la mer? C'est-à-dire quand le pétrole devient maritime. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les espaces, pour l'espace maritime aussi, ça? Ça, c'est des problèmes qui nous restent pour cette année, mais c'est pour dire que cette histoire de phylum, elle nous reviendra peut-être. Bon, et ce phylum, il avait son espace propre. C'était plus ni un espace lisse comme la machine de guerre, ni un espace trié comme tout ça. C'était un espace qu'on avait essayé de définir, et puis ça nous avait plu, alors mais c'est pas, ça peut être autre chose, on peut trouver autre chose. On s'était dit, tiens, c'est un espace troué. Et en effet, l'espace minier, c'est un espace troué, c'est l'espace du sous-sol. Et c'est un espace troué qui troue aussi bien les espaces lisses que les espaces triés sédentaires. C'est un espace qui fout ses trous partout, là, et qui souterrainement traverse des choses. Et c'est peut-être lui qui détermine en fin de compte tous les mélanges concrets entre les deux pôles. Bon, alors voilà. Et dans tout ça, on en tirait enfin une conclusion. La conclusion qu'on tirait de tout ça, c'était, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'appareil d'État, mais en tout cas, si on nous accorde les caractères qu'on a essayé de dégager en définissant l'appareil d'État, ça devient un mystère prodigieux. D'autant plus prodigieux, comment ça a pu se faire, pareille chose. D'autant plus prodigieux qu'au moins, on ne sait qu'une chose, il ne dérive pas de la machine de guerre. C'est pas la machine de guerre qui peut l'expliquer. En effet, si tous les caractères abstraits de la machine de guerre, y compris son espace, y compris sa composition humaine, y compris ses moyens, etc.,
s'oppose point par point au caractère de l'appareil d'État, on peut au moins en conclure non. Toute explication qui essaierait d'engendrer l'appareil d'État à partir d'une machine de guerre préexistante, pour nous, elle peut être très satisfaisante pour d'autres qui posent autrement le problème, ça devient leur affaire. Pour nous, dans notre position du problème, c'est devenu impossible. Comprenez-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas même un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est qu'au point où on en est, on se dit, nous ne savons pas du tout comment une chose, comme l'appareil d'État a pu se constituer. Ça, on ne le sait pas. Mais, si c'est constitué, ce n'est pas par la machine de guerre. La machine de guerre, elle a même un but fondamental premier, à savoir détruire les appareils d'État. Comme on dit, elle est directement dirigée contre le phénomène d'État, le phénomène urbain, le phénomène agricole. Alors bien sûr, elle s'intègre là-dedans, mais elle s'intègre à un second titre. Et on verra comment elle s'intègre et pourquoi elle s'intègre. Mais enfin, ce n'est pas elle qui l'explique. Pour que la machine de guerre s'intègre à l'appareil d'État, encore faut-il qu'il y ait un appareil d'État. Ce n'est pas elle qui explique l'appareil d'État. Et en effet, à l'autre bout, on peut se dire, mais oui, tout ce qu'on sait des plus vieux appareils d'État, ou tout ce que l'archéologie nous révèle sur les plus vieux appareils d'État, semble bien confirmer qu'ils ne disposent pas d'armée. Encore une fois, ils ne disposent pas de machines de guerre. Ils disposent d'une bureaucratie déjà. Je parle des États les plus anciens, on viendra là-dessus. Ils disposent déjà d'une bureaucratie, ils disposent déjà d'une police, ils disposent déjà de prisons, ils disposent de bien des choses, mais bizarrement, ils ne disposent pas de machines de guerre, ni même d'armée à proprement parler. Si bien que la question fondamentale de l'État, si on se l'accorde, encore une fois notre problème ça va être, mais alors d'où ça peut venir encore une fois? Si nous sommes amenés, nous pour notre compte, à dire non, pour des raisons qu'on essaie de dire, on refuse toute explication qui dériverait l'appareil d'État d'une machine de guerre ou de la guerre. Le problème qui nous retombe dessus, c'est qu'en revanche, deviendra, une fois dit qu'il y a des machines de guerre qui se proposent et qui sont d'abord dirigées contre les appareils d'État, un des problèmes fondamentaux de l'appareil d'État, ça va être comment s'approprier la machine de guerre. Mais encore une fois, ce problème, il peut se poser que s'il y a des appareils d'État. Alors ça, oui, il y a un problème. Il y a un problème énorme, et qui traversera tous les États. S'ils ne s'approprient pas la machine de guerre, ils sont perdus. Et comment expliquer autrement la disparition brutale d'un certain nombre d'États très archaïques, dont l'archéologie nous affirme qu'ils disparaissent comme du jour au lendemain, qu'ils ne laissent plus aucun souvenir, qu'ils sont rasés, et qu'ils ne réapparaîtront que des siècles après sous d'autres formes. Sinon parce que, sans doute, ou une des raisons invoquées par les archéologues est que justement, ils se trouvent complètement liquidés par des machines de guerre nomades, à un moment où ils ne se sont pas du tout encore appropriés la machine de guerre. Si bien que ce sera un problème vital pour l'État. S'approprier la machine de guerre avec un inconvénient, c'est que cette machine de guerre leur donnera toujours énormément de soucis. Et qu'ils s'en méfieront énormément. Et qu'ils seront toujours amenés à donner à cette machine de guerre un pouvoir immense. En même temps, à contrôler, à se demander comment contrôler cette machine de guerre. Et je veux dire, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis là juste, pour en finir avec ce résumé, non, j'ai déjà dépassé le résumé dans l'histoire, comment ça s'est fait? On voit bien qu'il y a comme deux grands pôles de tentatives par lesquelles l'appareil d'État se fait une machine de guerre. Il y a le pôle, en gros, je dis le pôle mercenaire, et le pôle armé. Armée nationale, entre guillemets, puisque je parle d'époque où le mot nation est évidemment anachronique. Armée d'État, si vous voulez. Mercenaires employés, mercenaires payés, ou armée
territoriale, armée venue du territoire d'État. Or, dans les deux cas, c'est terrible, hein, vous savez. Que ce soit le système du mercenariat ou le système de l'armée territoriale, c'est les deux manières. Je dirais que la première manière consiste à encaster, à la lettre, encaster une machine de guerre dans l'appareil d'État. La seconde manière est évidemment beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe. Elle consiste pour l'appareil d'État à s'approprier une machine de guerre. Je dirais que les armées d'État ou les institutions militaires n'ont rien à voir avec une machine de guerre. Dans mes définitions, comme ça, c'est par commodité. Mais les armées et institutions militaires sont la forme sous laquelle les appareils d'État s'approprient une machine de guerre et la mettent à leur service. Donc jamais je n'identifierai machine de guerre et institution militaire. Si vous voulez, la machine de guerre, elle me paraît en effet, conformément aux hypothèses précédentes, beaucoup plus du côté des nomades sans État, mais avec une forte machine de guerre, que du côté des appareils d'État. Les appareils d'État s'approprient la machine de guerre, en font des armées, en font l'institution militaire. Alors, mais ces deux pôles, encaster ou s'approprier, vous voyez, le maximum d'appropriation surgira très tardivement avec les formes de conscription nationale. Mais on trouvera toujours le problème, même très tardivement et même encore maintenant. Armée de métier, armée de nation. Armée de métier, armée du peuple, on trouvera ça partout. Il y aura toujours ces deux pôles, hein, de corps spéciaux, les fameux corps spéciaux qui animent singulièrement les armées modernes, hein, et puis la conscription nationale. Tout ça, ça jouera dans des problèmes politiques à l'intérieur de l'État qui sont des problèmes fondamentaux. Bien. Mais alors, dans les deux cas, je dis que c'est pas le seul problème d'ailleurs, parce que si on réduit le rapport appareil d'État machine de guerre, comment est-ce qu'il peut l'encaster sous forme du mercenariat ou se l'approprier sous forme de l'armée dite nationale? Si on réduit le problème à ça, on laisse échapper toutes sortes de choses. Parce qu'en fait, le vrai grand problème, c'est quoi? C'est que c'est pas tant la formule à choisir, c'est que de toute manière, mercenaires ou soldats dits nationaux, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien les prendre dans le système de l'appareil d'État. Sinon, ils se retournent vite contre l'appareil d'État. Alors comment? Il y a une solution en gros universelle, mais dont les figures concrètes sont très variées, à savoir, il faudra bien leur donner des terres. Il faudra bien, à la lettre, les territorialiser. Il faudra bien leur accorder des terres, soit sous forme de colonies, soit des terres intérieures. Mais qu'est-ce que ce sera? Le statut de ces terres militaires dans l'appareil d'État. En d'autres termes, je crois que c'est moins par la forme technique, mercenariat, armée territoriale, que par les corrélats financiers, économiques et territoriaux, distribution des terres, système des impôts, code des services, que les appareils d'État arriveront à s'assimiler des machines de guerre, toujours avec un risque, encore une fois, que les machines de guerre se reforment contre eux. Et là, c'est pas pour nous le jour de notre bonheur, c'est pas encore le jour de la révolution, ce jour-là. Les machines de guerre se retournent contre des appareils d'État, c'est peut-être des moments très ambigus. Ça peut le faire sous forme de certains mouvements révolutionnaires. Mais ça se fait aussi dans toutes conditions. Et ça, on aura aussi à essayer de le voir cette année. En tout cas, je dis, ce problème d'une appropriation par l'État de la machine de guerre est d'autant plus important qu'il y a une question qui parcourt
toute l'histoire, quoi, toute l'histoire du moins pour les historiens qui s'intéressent à la formation et au développement du capitalisme. La question, elle est toute simple. Comment ça se fait que le développement du capitalisme soit passé par le pôle État? Alors qu'il y a dans le capitalisme tellement de choses qui vont contre l'État, qui vont même en fonction d'une abolition des États. Comment ça se fait que le capitalisme est triomphé par les États et par l'intermédiaire des appareils d'État? Ça va pas de soi. Vous me direz comment il aurait pu triompher? Ben, au moins il y a une autre solution évidente, il aurait pu triompher par le pôle ville. Et ville et État, c'est pas du tout pareil. La preuve, au début du capitalisme, il y a des villes sans État, et c'est parmi les facteurs du capitalisme les facteurs les plus décisifs. Les villes bancaires, les villes commerçantes, ça n'en est pas, et c'est pas du tout des États. Et la confusion de la ville et de l'État serait évidemment tout à fait fâcheuse. Pour nous, c'est des formations sociales complètement différentes. Là aussi, elles se mélangent. Je veux dire, les États, ils comportent des villes, d'accord. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit la même formation sociale. Alors pourquoi est-ce que le capitalisme ne s'est pas développé et s'est pas formé en fonction d'un réseau de villes qui n'aurait pas passé par des appareils d'État? Après tout, on se dit qu'à certains égards, ça a failli se faire. Là, on toucherait des points de contingence de l'histoire qui seraient bien intéressants. Mais ça ne va jamais de soi, ça. Qu'est-ce qui a fait que ce soit la forme État qui a gagné? Il a fallu une vraie lutte, et d'abord une lutte sanglante, où les appareils d'État se sont emparés des villes. Par exemple, en Europe, ça ne s'est pas fait tout seul, elles ont résisté, les villes. Mais tout ceci pour dire que je crois, avant d'étudier ce point, les différences entre la forme État et la forme ville, je crois qu'une des raisons fondamentales, ce serait justement celle-ci. C'est qu'il n'y a que la forme État, il n'y a que les États qui puissent à la lettre se payer de s'approprier la machine de guerre. Pour une ville, pour les villes, ce serait beaucoup plus difficile. Là, il y aura quelque chose à chercher pour nous, mais je veux dire, quand se fait le triomphe de la forme État sur la forme ville, au moment du développement du capitalisme, c'est en même temps que l'appropriation de la machine de guerre implique un investissement de capital très lourd, dont les villes commerçantes, même les plus riches, ne sont pas capables. Il faudrait chercher pourquoi. Il y aurait une explication toute simple, c'est que les villes commerçantes ont besoin de guerre, les guerres commerciales sont un aspect très grand des guerres, elles ont besoin de guerre, mais elles ont besoin de guerre rapide. Elles ont besoin de guerre le plus rapide possible, et finalement qui ne coûte pas cher. Il faudrait réétudier des guerres comme par exemple la guerre de Carthage. Carthage, c'est typiquement une ville, puisque Rome, c'est déjà beaucoup plus un appareil d'État. Mais Carthage, il ne peut pas soutenir Hannibal. Hannibal a beau gagner tout ce qu'il veut, il ne reçoit pas de renfort. Il n'y a pas d'investissement à la guerre. Ils ont besoin d'une guerre de mercenaires, et une guerre de mercenaires, ça doit se faire très vite, sinon c'est foutu. C'est les États qui vont inventer, qui vont vraiment inventer le moyen de s'approprier une machine de guerre en transformant la guerre en guerre de matériel. C'est-à-dire en investissant de plus en plus dans l'industrie de guerre. Alors à ce moment-là, oui, ils s'approprient. Quitte à ce que, c'est jamais une solution définitive, quitte à ce que se reconstituent des appareils, comme on dit, industriels, militaires, tellement complexes, et finalement internationaux, que les États ne les contrôlent plus qu'avec peine. Donc ce sera très compliqué tout ça. Donc vous voyez, je dis, d'accord, il y a bien un problème du rapport de l'État et de la machine de guerre, mais ce problème c'est comment est-ce qu'il se l'approprie. Ce n'est pas
en tout cas, que l'appareil d'État viendrait de la machine de guerre. Or, ce qui est terrible, en effet, ce qui est terrible, c'est que où qu'on se tourne dans cette histoire de mais l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Où qu'on se tourne, de quelque côté qu'on se tourne, dans les thèses qui sont pourtant nombreuses, on se heurte à la même chose, à la même impression. À savoir que ces thèses sont, comme on dit en logique, des tautologies. C'est-à-dire qu'elles présupposent ce qui est en question. Si j'essaie de grouper les thèses classiques sur l'origine de l'État, je précise qu'elles se retrouvent toutes, chez un des auteurs les plus profonds sur cette question, à savoir elles se retrouvent toutes, non pas mélangées n'importe comment, mais à des titres différents, elles se retrouvent toutes chez Engels. Or, première sorte de thèse, invoquer la guerre, ou ce qui n'est pas la même chose, mais c'est dans le même courant, des phénomènes liés à la machine de guerre. Soit l'acte de guerre, soit l'organisation de la guerre. Il y a eu plusieurs thèses comme ça. Engels s'en sert à propos des Germains. Il ne s'en sert pas dans n'importe quel cas, s'il ne fait pas un mélange. Il s'en sert dans le cas des Germains, beaucoup. Ça, c'est une première série de thèses. Une seconde série de thèses, je dirais, ça, je l'appellerai, si vous voulez, pour plus de simplification, enfin, si ça simplifie quelque chose, ce sont les thèses exogènes. C'est-à-dire qui rendent compte de la formation de l'appareil d'État par un facteur extrinsèque, la machine de guerre, la guerre. L'appareil d'État serait né, ou serait le produit de la guerre. Deuxième sorte de thèse, des thèses que j'appelle par commodité endogènes. Elles consistent à invoquer des phénomènes intérieurs au développement économique et politique au sens le plus large, pour rendre compte de la formation d'un appareil d'État. Ces thèses, elles sont bien connues, ce sont les thèses qui invoquent notamment deux facteurs principaux. Comment, à partir et dans les sociétés dites primitives, se sont constitués des éléments de propriété privée, la privatisation de la propriété et la monétarisation de l'économie. Et c'est l'émergence des phénomènes de propriété privée et d'économie monétaire et marchande qui aurait entraîné la formation des appareils d'État. Cette thèse est invoquée par Engels, notamment à propos de la Grèce et de Rome. Elle ne s'exclut pas aucune, on peut les mélanger toutes. Troisième sorte de thèse, qui me paraissent les plus intéressantes, mais c'est ce qu'on pourrait appeler, cette fois-ci, elles invoquent des facteurs spécifiques. Et je voudrais que vous voyiez leur différence très profonde avec les secondes, avec les thèses endogènes. Si vous les cherchez chez Engels, vous ne les trouverez pas dans l'origine de la famille et de l'État, mais dans un autre livre, à savoir dans l'Anti-Düring. Et elle s'adresse à un autre niveau des cultures, à d'autres endroits géographiques. C'est pour ça que toutes ces thèses peuvent être combinées à première vue. Et elle consiste à dire que ce qui explique la formation de l'appareil d'État, c'est l'émergence progressive de fonctions publiques. Formule célèbre de Engels, ce sont les fonctions publiques qui sont à l'origine de la domination. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions publiques? Eh bien, avec l'avènement, ou plutôt avec un certain développement de l'agriculture, il y aurait eu des problèmes qui auraient dépassé, se seraient posés des problèmes qui auraient dépassé le cadre des communautés agricoles primitives, et notamment un grand problème, celui de l'irrigation.
Et ce sont ces problèmes communs à plusieurs communautés qui auraient engendré des fonctions publiques du type le gardien des eaux, l'organisateur de l'irrigation, dès lors l'entrepreneur des travaux, vous voyez, l'organisateur de l'irrigation, l'entrepreneur des travaux, au besoin le percepteur d'impôts, etc. Et ce sont ces fonctions publiques dégagées progressivement qui auraient amené l'appareil d'État, entraîné l'appareil d'État. Je dis que où que nous nous tournions dans ces trois types de thèses, hein, à vous d'aller voir les livres, encore une fois, c'est dans Engels que tout se retrouve très bien. Si on... Je sais pas, moi j'ai l'impression, alors vous comprenez comment on fonctionne ici. Il peut très bien y en avoir parmi vous qui se disent, ah ben, une de ces thèses me va. Quand vous aurez réfléchi, ou si vous avez déjà réfléchi, si elle vous va, ben, ça fait rien, ou bien vous m'écoutez plus, ou bien vous m'écoutez quand même pour voir si ça peut s'arranger, mais c'est très possible. Moi je dis juste, qu'est-ce qui me fait penser que ces thèses, elles présupposent toujours ce qui est en question. Je dis pour la première, les thèses qui dérivent de la guerre, les thèses dites que j'appelais exogènes, c'est pas compliqué. Pas compliqué, c'est qu'en effet, les machines de guerre, elles peuvent toujours produire un État. À quelles conditions? À condition qu'il y en ait déjà un. Je dirais que c'est des facteurs, oui, c'est des facteurs d'État, mais des facteurs secondaires. Elles ne peuvent produire que des États dérivés. C'est dans la mesure où elles sont d'abord dirigées contre un État préalable, mais encore faut-il qu'il y ait un État préalable, que par voie de conséquence, elles peuvent s'intégrer dans un État. Mais elles présupposent, évidemment, elles présupposent qu'il y ait d'abord, que vous vous donniez d'abord un État. Les thèses endogènes, je dis, c'est encore plus... les thèses endogènes, c'est encore plus frappant, parce que toute cette histoire d'une formation de la propriété privée, à partir de la commune primitive, tout ce qu'on sait aussi bien en archéologie qu'en ethnologie, ça marche pas. Enfin, on peut avoir, je mets tout ça comme ça, c'est des impressions, on peut avoir le sentiment que ça marche vraiment pas. Pourquoi? On voit vraiment pas comment que ça pourrait se faire. Il faudrait encore indiquer un mécanisme. Il ne suffit pas de dire que tout d'un coup il y aurait un grand sauvage qui dirait ça c'est à moi. Non. Il faudra au moins avoir l'idée du moindre mécanisme qui peut à partir d'une propriété communale engendrer. Ou une propriété tribale engendrer une propriété privée. Comment ça peut se faire? En revanche, tout ce que l'archéologie nous apprend, et là où on a des renseignements plus clairs, c'est que la propriété privée ne se constitue pas du tout, ou ne semble pas du tout dans l'état actuel des données archéologiques, ne semble pas du tout naître d'un système de propriété tribale dit primitive, elle se constitue à partir d'un système de la propriété publique impériale. Et là, on voit, et là, je le dirai seulement plus tard, on voit par quel mécanisme social très précis, très assignable, variable selon les cas, mais très assignable, à partir d'une propriété publique d'État, donc pas du tout une propriété privée, mais une propriété publique d'État, peut se constituer une propriété privée. Là, on s'y reconnaît. Mais ça me donnerait raison dans ma pure impression. Ça me donnerait raison dans ma pure impression, à savoir que, là aussi, la propriété privée, la privatisation de la propriété n'est facteur d'État que si vous vous donnez déjà un État. Pour une simple raison, c'est que la privatisation de la propriété, elle implique, comme son cadre qui la rend possible, la propriété publique de l'Empire archaïque. Et du côté de la monnaie, là, il y a un point où je fais appel, où je tiens à faire appel, parce que je continuerai la prochaine fois, mais ce sera pour demander à ceux d'entre vous qui peuvent de déjà préparer ces points. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un développement de l'économie, à la fois marchande et monétaire, aurait été un facteur de la constitution de l'État? Là aussi, la réponse, elle me paraît évidemment non. Non, pour deux raisons.
dont l'une va de soi et dont l'autre me paraît beaucoup plus maligne, c'est-à-dire beaucoup plus intéressante pour nous si on arrivait à l'approfondir cette année. La raison qui va de soi, c'est presque la même que tout à l'heure. À savoir, il se trouve que l'économie marchande, elle est assignable à quel moment? Même comme l'économie marchande et monétaire. Elle est assignable précisément. Vous comprenez, l'argent, c'est un problème très très compliqué. Mais elle est assignable précisément à partir du moment où il y a des circuits de commerce extérieurs très déterminés. Il y en a dans les sociétés primitives. Seulement, il n'y a pas de monopole. Ce qui apparaît avec les États, c'est, comme on dit, le caractère monopolistique du commerce extérieur. À savoir, mettons, pour aller vite, c'est l'empereur qui tient le monopole du commerce. Et c'est à partir de ce monopole que l'économie peut être réellement monétarisée. Si bien que c'est pas du tout du côté du commerce qu'il faut chercher la source de l'argent. La forme monnaie, elle ne vient pas du commerce. Elle en dérive. Elle vient dans le commerce à partir d'autre chose. Et d'où qu'elle peut venir, la forme monnaie? Il y a beaucoup d'auteurs, là je ne dis pas du tout être le premier à dire ça, au contraire, mais c'est des auteurs qui me paraissent très très intéressants, qui suggèrent l'hypothèse suivante, c'est qu'il n'y a que deux sources, il n'y a pas tellement le choix. Si vous demandez d'où ça peut venir, un truc comme la forme argent, la forme monnaie, ça peut venir que de deux choses, ou bien du commerce, ou bien de quoi, ou bien de l'impôt. Ou bien de l'impôt. Ou bien c'est un moyen, ou bien vous direz de l'argent, c'est un moyen d'échanger des marchandises, ou bien vous direz de l'argent que c'est un moyen de vous acquitter de l'impôt. On laisse de côté pourquoi est-ce que l'argent vous acquitterait de l'impôt. On verra. Mais enfin, à première vue, on comprend au niveau de proposition sommaire. Or, ce qui m'intéresse, c'est tout un courant d'auteurs, spécialistes de l'histoire financière, qui tentent de plus en plus vers cette solution. Non seulement ils insistent sur un caractère bipolaire de la monnaie, en disant tantôt c'est l'impôt qui est à l'origine de la monnaie, tantôt c'est le commerce extérieur. Mais m'intéresse encore plus ceux qui tendent vers l'idée d'une seule origine, à savoir que c'est toujours l'impôt. C'est toujours l'impôt qui sera à l'origine de la monnaie, et qu'à partir de ce moment-là, un commerce extérieur monopolisé par le maître des impôts devient possible. Je ne développe pas ça du tout, parce que ça il nous faudra des analyses économiques, mais très, très faciles. Je crois que c'est vrai, ça, que la monnaie, elle vient de l'impôt, et pas du tout. Et pas du tout de... Et du coup, vous voyez quand même que ça nous engage, je dis pour ceux qui savent déjà, mais on reprendra tout ça plus doucement. Dans l'histoire d'une succession des trois rentes, des trois fameuses rentes, quand on distingue dans tous les manuels, par exemple, rente en produit, rente en bien, c'est-à-dire le paysan qui donne des biens aux propriétaires, rente en travail ou en service, le paysan qui donne des services, qui rend des services aux propriétaires, et rente en monnaie, le paysan qui paie aux propriétaires. On présente très souvent ces rentes comme successives dans l'histoire. Au point où on en est, vous devez déjà comprendre qu'en fait c'est un système où aucun des trois termes ne peut exister sans l'autre. Et pourquoi? Parce que l'appareil, l'État, défini comme appareil de capture, a immédiatement trois pôles. C'est un appareil de capture à trois têtes. Et les trois têtes de l'appareil de capture, c'est rente du propriétaire, profit de l'entrepreneur, impôt du despote. Et pourquoi? Forcément, c'est le même. Ce qu'il y a de prodigieux dans les États archaïques, dans les empires archaïques, et ça posera bien des problèmes quant à l'État moderne où c'est plus du tout comme ça. Il ne faudra pas dire, l'État archaïque, il a tout trouvé, parce que nous, on a trouvé, nos États, ils ont trouvé bien d'autres choses. Mais ce qu'ils ont trouvé d'assez formidable, c'est la convergence des trois formes. De la rente du propriétaire, du profit de l'entrepreneur
et de l'impôt par lequel il tient le commerce extérieur. Comment qu'il a fait pour ça? Pas difficile. On verra. Nécessairement, c'est simultanément qu'il est propriétaire public de la terre. Je ne suis pas en train de me redonner la propriété privée, hein. Il n'y a aucune propriété privée. C'est en tant qu'empereur, c'est l'instance impériale, c'est l'instance de pouvoir qui est propriétaire, donc propriétaire public. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale et une propriété impériale. Donc c'est un système où tout est public, il n'y a aucun élément privé. Voilà. L'empereur archaïque, il est propriétaire public et à ce titre reçoit la rente foncière. Il est maître du surtravail, maître des grands travaux et à ce titre reçoit le profit de l'entrepreneur. Et enfin, perçoit les impôts et monopolise le commerce extérieur. Et les trois têtes, je dirais, ce serait presque, si vous voulez, il y a dans Marx une fameuse formule trinitaire, hein, pour ceux qui savent, vous rapporterez. Moi, je rêverais d'une autre formule, mais ça revient pour aucune importance, c'est pas une découverte, c'est... la formule trinitaire dont je rêverais, ce serait celle-là. Au niveau des empires archaïques, déjà, rente de la terre, profit de l'entreprise, impôts et commerce extérieur. Et ce serait ça, les trois têtes de l'appareil de capture. D'où vous voyez bien pourquoi, où que je me tourne. Tous les facteurs qu'on me propose sont des facteurs qui présupposent déjà ce qui était à expliquer. Car le dernier argument, non seulement ce n'est pas l'économie monétaire et le développement de l'économie monétaire qui va pouvoir expliquer l'État, puisque la forme monétaire, elle suppose l'impôt, qui renvoie déjà à l'État. Ce n'est pas la propriété privée qui va pouvoir, le développement de la propriété privée qui va expliquer quoi que ce soit pour une raison simple, c'est que la propriété privée, elle dérive. Dans des conditions prédéterminées, elle dérive de la propriété publique impériale. Et enfin, dernière hypothèse, alors, est-ce que c'est les fonctions publiques qui progressivement? Non. Les fonctions publiques archaïques, il y en a trois. Il y en a trois. Et la bureaucratie impériale archaïque, elle a trois têtes. C'est le propriétaire foncier ou représentant du propriétaire foncier, qui est un fonctionnaire de l'empereur, puisque le propriétaire foncier, c'est l'empereur. Donc c'est lui qui touche la rente foncière. C'est deuxièmement l'entrepreneur qui reçoit le profit, et l'entrepreneur, c'est aussi l'empereur ou son fonctionnaire. Les deux, l'empereur et ses fonctionnaires. Ou bien c'est le deuxième type de fonctionnaire. Et le troisième, peut-être le meilleur, le plus mystérieux, mais qui apparaît dès le début, c'est le banquier. C'est le banquier. Et ça, c'est la triple bureaucratie impériale. Le représentant du propriétaire foncier, l'entrepreneur, le banquier. Et pourquoi? Parce que la banque, ça n'a jamais été simplement une institution d'intermédiaire. La banque, c'est une institution, et quand on comprend, mais vous le savez déjà, je dis ça pour que ce soit plus clair tout ce qu'on a à faire cette année, la banque, c'est pas un intermédiaire. Ou du moins, c'est une institution intermédiaire sous certains de ses aspects. Sinon, c'est une institution créatrice. Une banque, du moins, pas n'importe quelle banque, mais les autres ne font que dériver de ces banques fondamentales. Une banque, c'est une institution d'émission et de création de monnaie. À la question d'où vient la monnaie, évidemment, la monnaie elle vient de celui qui l'émet, qui la crée. Il y a une création de monnaie. C'est les banques qui font les créations de monnaie. Or, le banquier, c'est précisément dans l'Empire archaïque le maître des impôts et celui qui tient, au nom de l'empereur, le commerce extérieur et le monopole du commerce extérieur, bien plus. Il fait l'opération la plus mystérieuse pour nous, du point de vue archéologique, qui puisse exister dans l'état le plus archaïque, à savoir, il fait déjà cette opération alors d'intermédiaire entre les trois pôles. À savoir,
il change contre de la monnaie des biens. Car mettez-vous dans la situation d'un pauvre fonctionnaire, de l'empereur. Il doit un impôt à l'empereur. Il reçoit des terres à titre délégué. Il n'est pas propriétaire privé. On le verra mieux la prochaine fois. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale des communes. Il y a une propriété éminente de l'empereur, mais c'est une propriété publique. Et il y a une propriété de fonction des fonctionnaires de l'empereur. Il n'y a aucune propriété privée dans tout ça. Eh bien, c'est pas facile sa situation au fonctionnaire qui reçoit des terres à titre fonctionnel. Il doit à l'empereur un impôt. Les paysans, lui donnent en impôt des biens. Mais l'empereur, il fait une conversion. C'est génial comme système, vous savez, c'est génial. Je veux dire, si on ne comprend pas ça, si on comprend ça, on comprend mieux même des opérations monétaires actuelles qui pourtant n'ont aucun rapport. Mais il faut bien commencer par des trucs comme ça. Il se trouve dans une situation diabolique. Parce que l'empereur, lui, dans son coup de génie, il ne veut pas de bien. Ou du moins, s'il en veut pour ses stocks, une petite partie, il le prend en bien naturel, d'accord, en réserve de blé, tout ça. Mais il le prend aussi en argent. Donc, il va falloir que le fonctionnaire opère la conversion d'une partie des biens que les paysans lui doivent en monnaie qu'il doit à l'empereur. Il faut donc qu'il passe par une banque. Et la banque, elle, comment elle va se procurer ça? Et comment elle va engranger? Elle reçoit des biens naturels et elle fournit de l'argent. Qu'est-ce que ça va être cette création de l'argent dans les empires les plus anciens? Ça va être formidable comme système. Ça va être un de ces systèmes, mais très très curieux. Comprenez que beaucoup de ce qu'on appelle déjà, dans les époques les plus archaïques, le problème agraire est complètement lié à ce système. Rente en nature, en bien naturel, et conversion de la rente en nature en rente monétaire par l'intermédiaire de la banque. En tout cas, les trois grandes fonctions publiques que je dis pour en terminer, c'est le propriétaire foncier, l'entrepreneur de grands travaux, le banquier des impôts et du commerce. Or, comment voulez-vous que ces fonctions publiques rendent compte de l'apparition de l'État? Alors que d'une part, elles sont strictement complémentaires, il me semble, et que d'autre part, dès qu'elles surgissent, il y a déjà État. Donc, au point où j'en suis, j'estime avoir dit le problème de cette année. Alors, il est tellement bien, on pourrait s'arrêter, on pourrait dire il n'y a pas de solution, c'est parfait. Le problème, là où on en est, c'est supposons qu'on définisse l'appareil d'État comme un appareil de capture, qui ne s'explique pas par la machine de guerre, qui s'appropriera la machine de guerre, mais qui ne s'explique pas par elle. Nous voyons qu'il fonctionne c'est comme un piège, quoi. C'est comme un piège au sens où on parle d'un piège à la chasse. C'est pas la guerre le modèle de l'appareil d'État. C'est beaucoup plus la capture, c'est beaucoup plus les chasses. Lui, c'est un appareil dont on pourrait faire le tableau, comme on fait le tableau d'un appareil de chasse, d'un piège. C'est un appareil à trois têtes, constitué par rente, profit, impôt. Comment ça a pu marcher, ça? Comment ça a pu marcher? Avec une police, bien sûr, avec une bureaucratie policière. Pourquoi que ça suffit? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas besoin d'appareil de guerre à ce moment-là, de machine de guerre pour un tel appareil? Comment est-ce que le problème de la guerre est un problème tout à fait différent? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Donc, qu'est-ce que c'est que cet État que j'appelle archaïque et qui présente déjà ces trois têtes? Et la circulation entre les trois têtes, c'est-à-dire avec ce rôle très bizarre de la banque. Donc, entre rente, profit, impôt. Et notre formule trinitaire de l'appareil de capture État, ce serait ça, rente, profit, impôt. D'où cette année pour vous, première nécessité, faire de l'économie politique, si vous le voulez bien, même au niveau de la rente foncière, des impôts, tout ça. C'est très, il y en a sûrement qui pourront là beaucoup m'aider.
Deuxième nécessité, ce sera, quand on abordera d'autres problèmes, je voudrais qu'il y ait un groupe qui se mette, cette fois-ci, j'expliquerai pourquoi la prochaine fois, déjà à la recherche de ce que on peut appeler, là je le dis de manière plus surprenante, mais j'expliquerai la prochaine fois pourquoi, qui se mettent à des recherches concernant ce que les mathématiciens appellent axiomatique. Et comme je pense que les rapports du département de philosophie avec celui de mathématiques sont des rapports particulièrement serrés, au besoin, je verrai des mathématiciens s'il y a moyen que certains d'entre